Tu n'es qu'une ratée incapable de garder un travail, a ricané maman alors qu'il portait un toast à ma sœur dans mon propre immeuble. Emprunte une jolie robe, ne nous fais pas honte. Ils ne se sont jamais demandé comment je payais mon loyer. Ils n'ont jamais su quel nom figurait sur l'acte de propriété. C'est alors que mon assistant m'a tendu le micro et a chuchoté « Madame, la sécurité est prête ». Le silence s'est fait dans la pièce lorsque l'écran s'est éclairé, affichant ma signature. L'invitation est arrivée, imprimée sur un papier cartonné épais de couleur crème avec des bordures dorées à la feuille. Et le lieu indiqué au bas était un immeuble que j'avais discrètement acheté il y a 3 ans pour 11 millions de dollars. Ma mère l'ignorait. Mon père l'ignorait. Ma sœur, la future mariée, l'ignorait très certainement aussi. Il pensait avoir réservé l'espace événementiel le plus branché du centre-ville de Charlotte grâce à un contact dont mon père se vantait dans son country club. Il n'avait aucune idée que ce contact, c'était moi. Je m'appelle Ranley Castine. J'ai 34 ans et, ces 6 dernières années, j'ai fait semblant d'être en situation d'échec devant la seule famille que j'ai jamais connue. J'habite un modeste appartement d'une chambre dans un quartier que ma mère qualifie de triste. Je conduis une Honda de 10 ans d'âge qui tremble dès que je dépasse les 40 miles par heure. Je porte les 3 mêmes blazers en alternance lorsque je rends visite à mes parents dans leur résidence fermée et sécurisée de Myers Park. Et chaque fois que je franchis leur porte d'entrée, ma mère me regarde de la même manière qu'on regarderait une tache sur un tapis de valeur. Mais je ne suis pas une tache. Je suis la fondatrice et l'unique propriétaire de Castine Holdings, une société privée d'immobilier et d'hôtellerie qui contrôle discrètement 42 propriétés à travers les Carolines. Y compris le loft industriel de près de 750 mètres carrés, 8000 pieds carrés, où ma sœur Brinley s'apprêtait à célébrer ses fiançailles avec un financier nommé Pearson Alt. Ce même loft où ma mère, 3 semaines plus tôt, m'avait ri au nez en me disant d'emprunter une jolie robe pour ne pas faire honte à la famille. Je devrais expliquer comment on en arrive à posséder secrètement l'immeuble où sa propre mère prévoit de vous humilier. Tout a commencé quand j'avais 22 ans, fraîchement diplômé de l'Université de Caroline du Nord avec un diplôme de commerce que mon père qualifiait de gaspillage d'argent. Il avait payé les études de Brinley à Duke. Évidemment, Brinley était l'enfant prodige, de 2 ans mon aîné, blonde là où j'étais brune, charmante là où j'étais réservée, et dès sa naissance. Mes parents avaient clairement fait comprendre quel était l'événement principal et que je n'étais que la première partie que personne ne restait regarder. Mon premier emploi à la sortie de l'université a été dans une petite agence immobilière commerciale à Raleigh. Je gagnais 38 000 $ par an et je me nourrissais de céréales et de riz. Ma mère racontait à tout le monde dans son club de bridge que je galérais. Mon père disait à ses partenaires de golf que je n'avais aucune ambition. Aucun d'eux ne s'est rendu compte qu'en 2 ans, j'avais été promu 3 fois, qu'à 26 ans, je dirigeais les acquisitions pour toute la région du Sud-Est, et qu'à 28 ans, j'avais suffisamment économisé et appris pour commencer à acheter des propriétés en difficulté par moi-même. Le premier immeuble que j'ai acheté était un duplex saisi à Durham pour 90 000 $. Je l'ai retapé le week-end de mes propres mains, j'ai loué les 2 logements, puis j'ai utilisé les flux de trésorerie pour en acheter un autre, puis encore un autre, puis un petit centre commercial à ciel ouvert. À 30 ans, j'avais discrètement constitué un portefeuille d'une valeur de près de 4 millions de $. Et je l'avais fait sans jamais en toucher un seul mot à ma famille. Pourquoi avoir gardé le secret? Parce que la première fois que j'ai essayé de leur en parler, alors que j'avais 27 ans et que j'explosais de fierté après ma première transaction commerciale. Ma mère m'a coupé au milieu de ma phrase pour me demander si Brinley m'avait répondu par message pour être demoiselle d'honneur à ses premières fiançailles, celle qui avait capoté 6 mois plus tard. Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. Assise à leur table de salle à manger, serrant un dossier de documents que j'avais passé tout le trajet en voiture à m'entraîner à présenter, j'ai réalisé quelque chose qui a brisé une petite partie de moi pour toujours. Ils n'allaient pas être impressionnés. Ils allaient trouver un moyen de minimiser la chose, de ramener cela à Brinley, de me demander pourquoi je n'étais pas encore marié, ou de me rappeler que la vraie réussite ressemblait à celle de l'homme que ma sœur s'apprêtait à épouser. Alors, j'ai refermé le dossier, je suis rentré chez moi et j'ai pris une décision. Je construirai ma vie loin de leur regard. Je les laisserai garder leur version de moi, la fille cadette décevante, incapable de garder un travail, qui n'avait jamais de petit ami qu'ils approuvaient, qui arrivait aux fêtes de famille habillée de vêtements bon marché et repartait tôt. Et je construirai quelque chose de si grand et de si discret qu'un jour, le moment venu, la vérité tomberait comme un coup de tonnerre. Je ne savais pas que ce moment arriverait un mardi de mars,
lorsque ma mère m'a appelé à 2 heures de l'après-midi alors que j'étais en réunion avec 3 avocats au sujet de l'acquisition d'un hôtel à Asheville. Je suis sorti de la salle de conférence car elle m'avait appelé 4 fois d'affilée. Et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « Ranley, ta sœur est fiancée et nous lui organisons une fête dans ce magnifique hangar dont tout le monde parle, celui sur West Morehead, et je m'attends à ce que tu sois là et que tu sois présentable pour une fois. » Je me tenais dans le couloir de mon propre immeuble de bureau, celui dont le bail portait mon propre nom et dont personne dans ma famille ne soupçonnait l'existence. Et j'ai senti un froid glacial envahir ma poitrine, car l'espace industriel sur West Morehead dont tout le monde parlait était une propriété que j'avais personnellement rénovée 18 mois auparavant. C'était le joyau de ma division hôtelière. Il avait fait la couverture de 3 magazines d'architecture, et ma mère l'avait réservé pour ma sœur sans jamais penser à me demander si j'en savais quoi que ce soit. J'ai dit, bien sûr, maman. Je ne manquerais cela pour rien au monde. Elle a ri, de ce petit rire cristallin qu'elle utilise lorsqu'elle s'apprête à dire quelque chose de cruel et veut en adoucir la lame. Elle a dit, et Ranley, s'il te plaît, ne te présente pas dans l'une de tes tristes petites tenues. Emprunte quelque chose de joli à une amie. Nous ne voulons pas que Pearson et sa famille pensent que nous avons élevé une ratée. Il vient d'une famille aisée, de la vraie fortune, et les premières impressions comptent. J'ai répondu, je comprends. Elle a ajouté, de plus, ne viens pas accompagner. Nous savons toutes les deux que tu n'as personne de sérieux dans ta vie et, franchement, ce serait embarrassant à expliquer. Viens juste avec le sourire, félicite ta sœur, et essaie de ne pas tout ramener à toi pour une fois. Je n'ai pas répondu à cela. J'ai laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'elle le comble avec des détails sur le traiteur, le fleuriste et le quatuor à cordes. Aucun de ces éléments n'ayant été validé auprès de l'établissement parce qu'elle supposait que le lieu ferait simplement tout ce que le client désirait, le client étant mon père, qui payait l'intégralité de la facture en guise de cadeau de mariage pour Brinley. Une somme de 65 000 $ dont il s'était vanté auprès de quiconque voulait l'entendre. Après avoir raccroché, je suis retourné dans la salle de conférence et j'ai demandé 10 minutes aux avocats. J'ai ensuite appelé mon assistante, une jeune femme brillante de 29 ans nommée Marisla Quintero, qui m'accompagnait depuis le début, et je lui ai raconté exactement ce qui se passait. Marisla est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Madame, je pense qu'il est temps. » J'ai demandé, « Tant de quoi ?» Elle a répondu, « Tant qu'il sache enfin qui vous êtes réellement. » Je me suis assise à la table de conférence et j'ai contemplé la silhouette d'une ville où je possédais 6 immeubles. Et j'ai repensé à chaque dîner de Noël où ma mère présentait Brinley comme sa fille prodigue, et moi comme sa deuxième fille. J'ai pensé à chaque carte d'anniversaire contenant un billet de 20 $, alors que ma sœur recevait des voitures et des apports pour ses achats immobiliers. J'ai pensé à la façon dont mon père m'avait regardé lors du dernier Thanksgiving en me disant, « Ranley, quand vas-tu enfin grandir et faire une vraie carrière ? Ta sœur avait déjà sa première maison à ton âge. » Et je me suis dit, oui, il est temps. J'ai dit à Marisla de récupérer le contrat de location du lieu pour la fête de fiançailles. Je lui ai demandé de garder mon statut de propriétaire totalement confidentiel, comme toujours, mais de me signaler personnellement le moindre détail de l'événement. Je voulais connaître la liste des invités. Je voulais connaître le déroulement de la soirée. Je voulais savoir exactement quand les discours étaient prévus, exactement quand les toasts auraient lieu, et exactement à quel moment ma mère se lèverait dans mon immeuble pour dire à 200 personnes que sa fille cadette était une ratée. Parce que j'avais passé 6 ans à concevoir la plus belle, la plus coûteuse et la plus incontestable preuve de ma vie. Et le soir du 19 avril, dans ce loft industriel que ma mère croyait appartenir à quelqu'un d'autre, j'allais enfin la lui remettre en main propre. Je ne savais pas encore que cette preuve s'accompagnerait d'un micro, d'un écran de projection et d'une salle pleine de témoins qui ne regarderaient plus jamais ma famille de la même manière. 3 semaines avant la fête, je me suis rendu chez mes parents pour ce que ma mère appelait un « brunch de planification ». Je portais un pantalon noir acheté dans un magasin de déstockage et un chemisier crème que j'avais depuis 2019. J'ai garé ma vieille Honda 2 rues plus loin pour que les voisins ne la voient pas dans l'allée, une habitude que ma mère m'avait imposée quand j'avais 24 ans en me disant que ma voiture lui faisait honte devant les Henderson. Brinley était déjà là quand je suis arrivé, assise au comptoir en marbre de la cuisine, un verre de mimosa dans une main et une tablette dans l'autre. Elle portait un peignoir en soie qui coûtait probablement plus cher que mon faux loyer mensuel. Ses cheveux étaient relevés en un chignon faussement négligé qui demande en réalité 2 heures de travail et l'aide d'un coiffeur. Elle a levé les yeux quand je suis entré et m'a adressé le sourire qu'elle me réservait toujours, celui qui s'arrêtait à ses lèvres et n'atteignait jamais ses yeux. « Reine, dit-elle,
tu es venu. Je n'étais pas sûr que tu puisses te libérer avec ton. Enfin, ton emploi du temps. Je n'avais aucun impératif ce matin-là, j'avais libéré toute ma matinée, mais j'ai souri et répondu, bien sûr que je suis venu. Ce sont tes fiançailles. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte derrière moi, tenant un dossier épais d'échantillons et d'imprimés. Elle s'appelle Catherine Castin. Elle a 61 ans et a passé les 4 dernières décennies à perfectionner l'art de faire en sorte que tous ceux qui l'entourent se sentent un peu plus insignifiants qu'ils ne le devraient. Elle a embrassé Brinley sur le front et est passée devant moi sans m'accorder un regard. Mon père, Howell, était dans son bureau et n'est pas sorti pour me saluer. Il ne le faisait jamais. Catherine a ouvert le dossier sur l'îlot de cuisine et a commencé à détailler les plans à Brinley. Le lieu était confirmé. Le traiteur était un chef français nommé Lucien, qui avait cuisiné pour 2 gouverneurs. Le fleuriste faisait venir des pivoines de Hollande par avion. Le code vestimentaire était cravate noire optionnelle, ce qui, selon ma mère, signifiait smoking ou robe de soirée obligatoire pour quiconque avait un peu de bon sens. La liste des invités comptait 212 personnes, y compris les Alt, 3 grandes familles d'affaires de Charlotte que mon père voulait impressionner, et une chroniqueuse mondaine qui avait accepté d'écrire un article si l'événement était assez photogénique. Je me suis assise sur un tabouret au bout de l'îlot de cuisine et j'ai écouté. Chaque détail décrit par ma mère m'était déjà familier, car chacun d'entre eux était passé par le bureau de Marisla et avait été discrètement approuvé ou ajusté par mes soins. Les pivoines provenaient d'un producteur néerlandais avec lequel j'avais des relations commerciales régulières. Lucien avait cuisiné dans 3 de mes hôtels. Le Quatuor à cordes était un groupe que j'avais déjà engagé 2 fois pour des événements privés. Ma mère pensait avoir organisé tout cela grâce à ses propres goûts et relations. En réalité, elle l'avait assemblé à partir d'une liste de prestataires que le gérant de mon propre établissement lui avait remise, une liste que j'avais moi-même élaborée. Après environ 20 minutes, ma mère s'est enfin tournée vers moi. « Ranley, dit-elle, je dois te parler de ton rôle. » J'ai demandé, « Mon rôle ?» Elle a répondu, « Oui, j'y ai réfléchi. Je ne veux pas que tu fasses de discours. Brinley veut que sa demoiselle d'honneur, Crésa de Duc, porte le toast principal. Ton père dira quelques mots, et je conclurai. Il n'est pas nécessaire que tu prennes la parole. » J'ai répondu, « D'accord. » Elle a semblé surprise que je ne proteste pas. Elle a poursuivi, « Et Ranley, je dois aussi te parler de ton apparence. Ce sera une soirée très en vue. Il y aura des photographes. Les Alt seront présents, et ils sont extrêmement pointilleux sur la présentation. Je ne peux pas te laisser te présenter dans l'une de tes tenues habituelles. » Brinley a ricané dans son verre de mimosa, tentant de masquer cela par une toux. Ma mère a continué, « J'ai parlé à Adelita, notre voisine, sa fille fait à peu près ta taille et elle a une magnifique robe bleu marine de la saison dernière qu'elle veut bien te prêter. J'ai déjà fait le nécessaire pour que tu ailles la chercher la semaine précédente. Fais-la retoucher si besoin, à tes frais, bien sûr. Je suis resté de marbre. Dans mon véritable appartement, celui que ma famille n'avait jamais vu, j'avais 3 placards remplis de tenues sur mesure de créateurs new-yorkais et milanais. Je possédais une robe de soirée Carolina Herrera que j'avais portée lors d'un gala de bienfaisance l'automne précédent, où j'avais été photographié aux côtés du gouverneur. Aucun d'entre eux ne le savait. Aucun ne me l'avait jamais demandé. J'ai dit, « Merci, maman. C'est très attentionné. » Elle a souri, de ce sourire qui montre qu'elle s'attendait à de la gratitude et qu'elle était satisfaite de la recevoir. Puis elle a dit cette phrase que je me suis rejouée 100 fois dans ma tête depuis lors, « Et Ranley, s'il te plaît, rappelle-toi que ce n'est pas ta soirée. C'est la soirée de Brinley. Je sais que tu as parfois une façon, enfin, de faire pitié aux gens avec ta situation professionnelle et ton logement, et je te demande de laisser cette énergie chez toi. Souris, félicite-la, mange un peu et pars vers 22 heures. Tu n'as pas besoin de rester pour l'after. » Brinley a éclaté de rire cette fois. Elle n'a même pas essayé de s'en cacher. Elle a dit, « Maman, ne sois pas méchante. » Puis elle s'est tournée vers moi, « Mais sérieusement, reine, ne rends pas les choses bizarres. La famille de Pearson est très traditionnelle. Ils trouvent déjà étrange que tu sois toujours célibataire à 34 ans. Essaie juste de te fondre dans le décor. » J'ai pensé au fait que j'avais personnellement signé le bail de l'appartement dans lequel Pearson et Brinley vivaient actuellement, un 2 pièces de luxe dans le quartier de South End qu'ils louaient à une agence immobilière dont ils ignoraient qu'elle était une filiale de ma société.
J'ai pensé au fait que Pearson travaillait dans une banque régionale qui détenait un petit prêt auprès de l'une de mes entités. J'ai pensé que si je le voulais, je n'avais qu'à tirer sur les fils de tout leur mode de vie pour le regarder s'effondrer en un seul après-midi. Je n'ai rien dit de tout cela. J'ai simplement répondu, je ne rendrai pas les choses bizarres. Ma mère a opiné du chef, satisfaite. Puis elle s'est de nouveau tournée vers Brinley, et toutes deux ont passé l'heure suivante à parler de la fête prénuptiale qui suivrait la fête de fiançailles en mai, du week-end d'enterrement de vie de jeune fille à Charleston en juin. Et du mariage lui-même en octobre, autant d'événements pour lesquels on ne me demandait aucune aide ni même aucune présence significative. J'allais être installé, a expliqué ma mère à un moment donné sans même me regarder, à la table 14 tout au fond, avec des cousins éloignés et un ami d'université de Pearson récemment divorcé. L'implication était claire, ma place était avec les laissés pour compte. Quand le brunch s'est terminé, je me suis levé pour partir. Mon père est enfin sorti de son bureau, m'a toisé de la tête aux pieds et a dit, « Ranley, tu as l'air fatigué. Est-ce que tu manges à ta faim ?» J'ai répondu, « Je mange très bien, papa. » Il a ajouté, « Ta sœur est rayonnante. Regarde-la. C'est à cela que ressemble le bonheur. Tu devrais essayer un jour. » Brinley a ri et lui a fait un signe de la main pour balayer la remarque, mais elle ne l'a pas corrigé. Elle n'a pas dit, « Papa, ce n'est pas gentil. » Elle ne le faisait jamais. Elle avait passé 36 ans à s'entendre dire qu'elle était le soleil, et elle s'était habituée à laisser tous les autres vivre dans son ombre. Je suis sorti de la maison, j'ai marché 2 rues jusqu'à ma Honda, et je suis resté assise sur le siège conducteur pendant 10 minutes entières avant de tourner la clé de contact. Je ne pleurais pas. J'avais arrêté de pleurer sur ma famille à l'âge de 29 ans. J'étais juste assise là, immobile, laissant cette sensation glaciale dans ma poitrine devenir un peu plus froide, un peu plus dure, un peu plus résolue. Puis j'ai conduit jusqu'à mon bureau en centre-ville, celui où le vigile m'appelait, « Madame », et où l'ascenseur menant au dernier étage exigeait un badge d'accès que seul Marisla et moi possédions. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte, je me suis assise à la table où j'avais signé des contrats d'une valeur supérieure au patrimoine cumulé de mes parents, et j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable. En haut de la page, j'ai tapé ces 3 mots, le plan d'avril. Pendant les 2 heures qui ont suivi, je n'ai pas bougé. J'ai planifié toute la soirée, minute par minute. J'ai dressé le plan de table. J'ai chronométré les discours. J'ai planifié le moment, l'instant précis où ma mère lèverait son verre pour porter un toast à ma sœur. Et j'ai planifié ce qui se passerait immédiatement après. J'ai préparé la présentation visuelle. J'ai écrit le script. J'ai établi les protocoles de sécurité. J'ai conçu des plans de secours au cas où quelqu'un tenterait de faire un scandale. Lorsque j'ai refermé mon ordinateur portable, le soleil se couchait sur la ville. J'ai appelé Marisla dans mon bureau. Je lui ai remis le plan imprimé. Elle l'a lu lentement à 2 reprises, puis a levé les yeux vers moi, « Madame, êtes-vous sûre de vous ?» J'ai répondu, « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de toute ma vie. » Elle a fait un signe de tête et a dit, « Alors je m'en occupe. » Et je suis rentré dans mon véritable appartement, celui que ma famille n'avait jamais vu. Je me suis versé un verre de vin et je me suis installé sur mon balcon, contemplant la silhouette de la ville où 5 de mes immeubles se détachaient, illuminés dans l'obscurité. Et j'ai attendu le 19 avril. La semaine précédant la fête, la robe prêtée est adaptée chez mes parents dans une housse à vêtements. Ma mère m'a appelé pour me dire de venir la chercher. J'y suis allé un samedi matin et c'est Adelita elle-même qui a ouvert la porte, une femme douce d'une 60aine d'années qui avait toujours été plus gentille avec moi que ma propre mère. Elle m'a tendu la housse et a dit, « Ma chérie, j'espère qu'elle t'ira. Ma Camilla ne l'a portée qu'une fois et elle est vraiment ravissante. » Je l'ai remerciée. Je suis rentré chez moi avec la robe sur le siège passager, et une fois arrivé à mon appartement, je l'ai suspendue dans le placard de ma 2e chambre, celle qui me servait de chambre d'amis. Je ne l'ai jamais essayée. Je n'avais aucune intention de la porter. En revanche, ce même samedi après-midi, je me suis rendu dans une boutique sur East Boulevard où j'avais un rendez-vous privé avec une styliste nommée Genofa, qui m'habillait pour les grands événements depuis près de 4 ans. Mon choix s'est porté sur une robe vert émeraude profond, longue jusqu'au sol, avec un bustier structuré et une seule bretelle asymétrique, taillée dans une soie si fine qu'elle fléchissait comme de l'eau. Elle avait été ajustée sur mesure à mes mensurations exactes. Le coût total, avec les accessoires et les bijoux assortis que j'avais loués, s'élevait à un peu plus de $8 000.
Je n'ai pas scié devant ce montant. J'avais déjà dépensé davantage pour un seul dîner d'affaires. Pendant que Genofa emballait la robe dans sa boîte de protection, elle m'a demandé comment je me sentais à l'approche de l'événement. Je lui avais dit l'essentiel, que c'était une fête de famille et que je m'attendais à du drame. Elle n'en savait pas plus. J'ai répondu, je me sens lucide. Elle a souri et a dit, la lucidité est le plus beau vêtement qu'une femme puisse porter. Je suis rentré chez moi en y repensant. Ce même soir, Marisla est venue chez moi pour passer en revue le plan final. Elle avait apporté un classeur en cuir épais rempli de feuilles imprimées. Nous nous sommes assises à ma table de salle à manger et avons relu chaque page. Le diaporama était prêt. Il avait été conçu par mon équipe marketing sous le sceau d'une confidentialité stricte, chaque graphiste pensant travailler sur une présentation destinée à une réunion d'investisseurs privés. Les diapositives retraçaient la fondation de Castin Holdings, les premières acquisitions, et le développement depuis le duplex de Durham jusqu'à un portefeuille alors évalué à un peu plus de 140 millions de dollars. Les documents présentaient chaque propriété par son nom, y compris le loft de West Morehead, avec la date d'achat et le prix payé. La dernière diapositive montrait ma signature numérisée à partir de l'acte de propriété original. Marisla s'était également coordonnée avec le chef de la sécurité de l'établissement, un ancien militaire nommé Doyle Branken, qui travaillait pour moi depuis 2 ans. Doyle avait été briefé en privé. Il avait compris que le soir de la fête, si ma mère ou mon père tentaient de faire un esclandre après les révélations, son équipe devait les raccompagner poliment mais fermement vers la sortie de l'immeuble. Pas d'arrestation, pas de violence, juste une éviction menée avec dignité, mais sans négociation possible. Le lieu m'appartenait. J'avais le droit légal absolu de révoquer leur présence à tout moment. Nous avons aussi discuté de ce qui se passerait pour les invités. Les 212 personnes sur la liste comprenaient les Alt, plusieurs des familles d'affaires les plus en vue de Charlotte, 2 conseillers municipaux et 7 chroniqueuses mondaines. Je ne voulais humilier personne d'autre que ceux qui le méritaient. Les révélations viseraient exclusivement mes parents et ma sœur. Le reste de la salle n'en serait que témoin. Après la révélation, la fête se poursuivrait, entièrement prise en charge par l'établissement, ce qui signifiait à mes frais. J'avais décidé que personne d'autre n'avait à pâtir du fait que ma famille m'ait traité comme une moins que rien pendant 3 décennies. Marisla m'a demandé une dernière fois, « Madame, êtes-vous sûre de vouloir faire cela devant tout le monde ? Nous pourrions le faire en privé. Nous pourrions envoyer une lettre à votre mère. Nous pourrions la laisser la prendre par des rumeurs. » J'ai répondu, « Marisla, pendant 34 ans, ma mère s'est assurée que chaque méchanceté qu'elle m'adressait soit dite devant témoin. Mes notes, mon poids, ma carrière, ma vie amoureuse, mes vêtements, ma voiture, mon appartement, chaque humiliation était publique. Chaque comparaison avec ma sœur était publique. Ce soir, la mise au point sera elle aussi publique. Je ne fais pas cela par vengeance. Je le fais parce que j'ai mérité le droit d'être reconnu, et je ne suis plus disposé à n'être vu que selon ses critères à elle. Marisla a refermé le classeur. Elle a dit, « Je comprends, madame. Je serai prête. » Le matin du 19 avril, je me suis réveillé à 6 heures. Je suis allé courir le long de la voie verte près de chez moi. Je suis rentré et j'ai préparé du café. Je me suis installé sur mon balcon pour regarder le soleil se lever sur Charlotte. Je me sentais sereine comme je ne l'avais pas été depuis des années. La sensation glaciale dans ma poitrine s'était transformée en autre chose, quelque chose de stable et de chaleureux, comme une petite flamme à l'intérieur d'une lanterne en verre. À 8 heures, je me suis rendu au bureau pour quelques heures afin de gérer d'autres affaires. J'avais une signature de contrat prévue le lundi suivant pour un hôtel-boutique à Greenville, et il y avait des dossiers à examiner. J'ai passé la matinée en réunion, et pas une seule personne au bureau ne savait ce qui se préparait pour le soir. Pour eux, c'était un samedi de travail tout à fait normal. Marisla a gardé le secret à la perfection. À 14 heures, je suis rentré chez moi, j'ai pris un long bain et j'ai commencé à me préparer. Une coiffeuse nommée Betatina est arrivée à mon appartement à 15 heures. Une maquilleuse nommée Tava est venue à 16 heures. À 17 heures, mes cheveux étaient attachés en un chignon bas et élégant. Mon maquillage était discret mais saisissant, et la robe émeraude était suspendue à l'arrière de la porte, m'attendant. À 17h30, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. « Rends-les, dit-elle, je voulais juste m'assurer que tu viens bien. »
La fête commence à 19h. S'il te plaît, sois là pour 18h45. Et s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, souviens-toi de ce dont on a parlé. J'ai répondu, je m'en souviens, maman. Je serai là. Elle a demandé, est-ce que la robe t'allait? J'ai dit, elle m'allait parfaitement. Elle a ajouté, bien. Ne sois pas en retard. Elle a raccroché avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. À 18h, j'ai enfilé la robe. Je me suis regardé dans le grand miroir de ma chambre, et j'ai presque eu du mal à reconnaître la femme qui s'y reflétait. Elle avait de l'allure. Elle était belle. Elle était riche et pas seulement en argent, mais de cette richesse intérieure qui vient du fait de savoir qu'on va enfin, être reconnu à sa juste valeur. À 18h15, une berline noire est arrivée en bas de chez moi. J'avais engagé un chauffeur pour la soirée, non pas pour frimer, mais parce que je savais qu'il était fort possible que je sois trop vidé émotionnellement pour conduire au retour. Le chauffeur, un homme d'un certain âge très poli nommé Edmund, m'a tenu la portière tandis que je me glissais sur la banquette arrière. Il a demandé, « Madame, où allons-nous » J'ai répondu, « Au loft industriel de West Morehead. » Il a dit, « La propriété de Castine. » J'ai confirmé, « Oui, la propriété de Castine. » Il s'est éloigné du trottoir et nous avons traversé la ville. Je regardais les immeubles défiler par la vitre. Le soleil se couchait, teintant le paysage d'une lumière dorée. J'ai pensé à la jeune fille que j'étais, celle de 22 ans qui était sortie de l'université avec 38 000 $ de dettes étudiantes et une famille qui lui répétait quelle était la déception de la maison. J'ai pensé à la femme qu'elle était devenue, assise à l'arrière d'une voiture privée en route vers son propre immeuble, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que sa première année de loyer, sur le point d'entrer dans une pièce où sa famille allait découvrir la vérité. Je n'avais pas de pitié pour eux. Je ne ressentais pas non plus de triomphe. Je me sentais juste lucide, sereine, comme le ciel juste avant qu'un orage n'éclate et que l'air ne se rafraîchisse enfin. À 18h40, Edmund s'est arrêté devant l'entrée. La file pour le service de voiturier était déjà longue. J'ai aperçu mon père debout près de l'entrée en smoking, saluant les invités comme s'il était le maître des lieux. J'ai vu ma mère juste derrière les portes dans une robe couleur champagne, les cheveux fraîchement coiffés, posant tout sourire pour des photos aux côtés de la chroniqueuse mondaine. J'ai vu Brinley près du bar dans une robe de cocktail blanche car évidemment, elle portait du blanc riant de bon cœur à une remarque de Pearson. Aucun d'eux ne m'avait encore vu. Edmund m'a ouvert la portière. Je suis descendu sur le trottoir. Le voiturier m'a dévisagé un instant de trop. Le portier, qui fait partie de mes employés, m'a immédiatement reconnu et m'a adressé un léger signe de tête professionnel. Il a ouvert la porte et m'a dit, « Bienvenue, madame. » Je suis entré dans le hall. Le quatuor à cordes jouait doucement. Les pivoines étaient partout, exactement comme je l'avais validé. L'éclairage était chaleureux et doré. La salle se remplissait d'invités en smoking et en robe de soirée. J'ai pris une inspiration et je me suis dirigé vers ma famille. Ma mère m'a repéré alors que j'étais à environ 5 mètres. Son sourire s'est figé. Son regard a balayé ma robe, mes cheveux, mes bijoux, et j'ai vu la confusion se propager sur son visage en temps réel. Elle ne reconnaissait pas la robe. Elle s'attendait à la robe bleu marine empruntée à Adelita. Elle avait sous les yeux quelque chose de totalement différent. Elle s'est reprise rapidement, comme à son habitude, et s'est avancée vers moi avec son sourire d'hôtesse de retour sur les lèvres. Elle m'a pris le coude et m'a entraîné vers le côté du hall, près d'un grand arrangement de pivoine blanche. « Ranley, murmura-t-elle, qu'est-ce que tu portes là ?» J'ai répondu, « Une robe. » Elle a dit, « Ce n'est pas la robe que j'avais prévue pour toi. » « Où as-tu trouvé ça ?» J'ai dit, « Une amie me l'a prêtée. » Elle a plissé les yeux. Elle ne me croyait pas, mais elle n'avait pas le temps de m'interroger car Brinley lui faisait de grands signes depuis le bar, la chroniqueuse mondaine approchait avec son équipe de tournage, et les Altes venaient de franchir les portes d'entrée. Elle m'a serré le coude assez fort pour y laisser une marque et a sifflé, « Nous en reparlerons plus tard. Ne te fais pas remarquer. » Puis elle s'est éloignée. Je suis resté là où j'étais, près des pivoines, et je l'ai observée à travers la pièce. Elle a accueilli les Altes comme s'ils étaient de la royauté. Elle a embrassé Madame Alt sur les 2 joues. Elle a présenté Brinley avec emphase. Elle ne m'a pas présenté du tout. Je l'ai laissé faire. Je n'avais pas de présentation ce soir.
Au bout d'une dizaine de minutes, je suis entré dans la grande salle. L'espace était à couper le souffle, même pour moi qui l'avais pourtant vu 100 fois. Les murs de briques d'origine avaient été préservés lors de la rénovation. Les plafonds culminaient à plus de 7 mètres de haut avec des poutres en acier apparentes que j'avais fait repeindre en noir mat 2 ans auparavant. Les lustres étaient en verre soufflé à la bouche par un atelier d'Asheville. Le sol était un parquet en chaîne de récupération à large lame. Tout cet espace pouvait accueillir confortablement 300 personnes, et ce soir-là, il y en avait un peu plus de 200, répartis sur des tables rondes de 10 personnes disposées autour d'une piste de danse centrale, avec une scène à l'avant pour les discours et un grand bar le long du mur du fond. J'ai trouvé la table 14. Elle se situait, comme ma mère l'avait promis, tout au fond. Ma place était entre un cousin éloigné nommé Wilford, que je n'avais pas vu depuis 8 ans, et un homme nommé Reston, l'ami d'université de Pearson récemment divorcé. Wilford avait déjà bien entamé son verre de bourbon. Reston s'est levé à mon approche et a tiré ma chaise. Il a dit, vous devez être Ranley. On m'a dit de vous attendre. J'ai demandé, ah bon? Il a répondu, votre mère m'a dit que vous étiez quelqu'un de réservé et que vous apprécieriez d'avoir quelqu'un de calme à votre table. J'ai souri poliment, ma mère ne me connaît pas très bien. Il a ri d'un air incertain. Il ne savait pas trop comment prendre ma remarque. Il s'est rassis et a tenté de faire la conversation en me parlant de son travail dans la vente de logiciels. Je l'ai laissé parler. J'ai bu une gorgée d'eau. J'observais ma famille faire le tour des invités. Mon père riait un peu trop fort avec l'une des grandes familles d'affaires de Charlotte, les Tillinghast, propriétaires d'une chaîne de concessions automobiles. Ma mère flottait d'un groupe à l'autre, effleurant un bras, resservant un verre, jouant sa partition habituelle de mondaine élégante. Brinley et Pearson posaient pour le photographe. Les parents de Pearson, Stanford et Reva Alt, tenaient salon près du bar, entourés de gens qui cherchaient visiblement à s'attirer leur faveur. Personne ne s'est approché de la table 14. Personne ne s'est arrêté pour me saluer. 200 personnes dans cette salle, et je me tenais là, au fond, comme un fantôme. Cela ne me faisait pas mal. Cela m'a surprise. Je m'attendais à ce que cela me blesse, même maintenant, même avec le plan en cours, mais je ne ressentais rien. J'avais passé tant d'années à être invisible lors des réunions de famille que cette sensation avait perdu de son acuité. Une cicatrice solide s'était formée sur la blessure, et ce soir, elle était assez épaisse pour que la vieille lame ne puisse plus l'entamer. Le dîner a été servi à 19h30. Le menu de Lucien était, comme je m'y attendais, exquis. Les accords mets et vins étaient parfaits. Le service était impeccable. Mon équipe de l'établissement s'était surpassée, et j'ai pris note mentalement de leur accorder à tous une prime dès le lundi. Pendant l'entrée, ma mère est passée devant ma table sans s'arrêter. Elle ne m'a pas regardé. Elle se dirigeait vers la scène pour vérifier le micro avec la coordinatrice de l'événement, qui était en fait l'une de mes employées se faisant passer pour une prestataire indépendante. La coordinatrice, une jeune femme nommée Phaedra, m'a adressé un minuscule signe de tête, presque invisible, tandis que ma mère l'entraînait vers la scène. C'était le signal que tout se déroulait comme prévu. Pendant le plat principal, mon père est passé. Il s'est arrêté juste assez longtemps pour taper sur l'épaule de Reston et lui dire « Prends soin de ma fille. Elle ne sort pas souvent. » Puis il s'est éloigné en riant de sa propre blague. Reston m'a regardé, visiblement embarrassé. Il a dit « Je suis désolé. » C'était impoli. J'ai dit « Ne t'en fais pas. » Il est impoli depuis 34 ans. Une fois de plus ne changera rien. Reston est resté silencieux un instant. Puis il a dit « Je peux te poser une question ? Tu ne sembles pas correspondre à la description qu'a faite ta famille. » J'ai demandé « Quelle description ?» Il a répondu « Ta sœur a dit à Pearson, qui me l'a répété lors de l'enterrement de vie de garçon le mois dernier, que tu étais un peu un cas désespéré, que tu avais enchaîné les petits boulots. Que tu vivais dans un minuscule appartement et que tu aurais probablement besoin du soutien financier de la famille pour le reste de tes jours. » J'ai dit « C'est ce qu'il croit, oui. » Il a dit « Mais ce n'est pas vrai. » Je l'ai regardé. Il avait à peu près mon âge, peut-être un an ou deux de plus. Ses yeux étaient bienveillants. Il ne faisait pas partie de leur mise en scène. C'était juste un homme qu'on avait installé à côté de moi parce que ma mère pensait que nous étions tous les deux cassés d'une manière compatible. J'ai dit, restons, dans environ 1 heure, tu vas apprendre quelque chose.
Quand ce sera le cas, j'aimerais que tu te rappelles que tu es l'une des rares personnes à cette table à m'avoir réellement adressé la parole ce soir. Il a semblé perplexe, mais il a acquiescé, d'accord. Je suis retourné à mon dîner. À 20h30, le dessert a été servi, une tartelette au chocolat et aux framboises. Les lumières se sont légèrement tamisées. Le quatuor à cordes a terminé son dernier morceau et s'est retiré. La coordinatrice a tendu un micro à mon père, qui est monté sur scène sous quelques applaudissements épars. Mon père a prononcé le genre de discours que l'on attend d'un homme qui a déboursé 65 000 $ et qui tient à ce que toute l'assistance le sache. Il a parlé de Brinley comme de sa fierté et de sa joie. Il a parlé de Pearson comme du fils qu'il avait toujours désiré. Il a remercié les Alt d'avoir élevé un si remarquable jeune homme. Il a remercié l'Assemblée d'être venue. Il a fait une plaisanterie sur le coût des mariages, et la salle a ri poliment. Il a levé son verre et a dit, à ma fille Brinley et à l'amour de sa vie, qu'ils obtiennent tout ce qu'ils méritent. Les invités ont trinqué. Brinley a essuyé une larme. Pearson l'a embrassé sur la joue. Mon père ne m'a pas mentionné, pas une seule fois. Il avait 2 filles et, dans un discours de 5 minutes lors d'une fête de famille, il n'avait fait référence qu'à l'une d'elles. Ensuite, la demoiselle d'honneur, Crésa de Duc, a prononcé son toast. Elle a raconté sa rencontre avec Brinley en première année d'université. Elle a évoqué toutes leurs aventures. Elle a dit que Brinley était la meilleure amie que l'on puisse souhaiter. Elle a levé son verre. L'assistance a trinqué à nouveau. C'est alors que ma mère s'est levée. Elle a glissé vers la scène dans sa robe champagne. Elle a pris le micro des mains de Crésa avec cette grâce rodée qui n'appartient qu'à une personne habituée à être le centre de l'attention depuis 61 ans. Elle a balayé la salle du regard. Elle a souri. C'était le moment. J'ai senti Marisla se glisser tout près de ma chaise. Elle ne s'est pas assise. Elle se tenait debout à mes côtés, un petit classeur en cuir à la main, dans l'attente. Ma mère a commencé son discours, amis, famille, distingués invités, merci à tous d'être présents en cette soirée si particulière. En tant que mère, il n'y a rien de plus merveilleux que de voir son enfant trouver l'amour. Et ce soir, en voyant ma Brinley, ma magnifique, brillante et accomplie Brinley, s'apprêter à commencer sa vie avec Pearson, je suis submergé de joie. Des murmures d'approbation ont parcouru la salle. Brinley rayonnait. Ma mère a poursuivi, Brinley a toujours été le genre de fille dont toutes les mères rêvent. Major de sa promotion à Duc, une brillante carrière dans le marketing, un cœur d'or, et désormais le genre d'avenir que nous avions toujours espéré pour elle. Elle a marqué une pause. Elle a promené ses yeux sur l'assistance. Son regard m'a trouvé à la table 14. Elle a souri, de ce sourire froid que je ne connaissais que trop bien. Et c'est alors qu'elle a prononcé les mots qui ont allumé la mèche. Elle a dit, bien sûr, tous les enfants ne brillent pas de la même façon. Certains d'entre nous ont la chance d'avoir une Brinley. Et d'autres? Eh bien, d'autres ont aussi une Ranley. Un léger rire nerveux a parcouru l'assemblée. Les invités ne savaient pas trop comment réagir. Certains m'ont regardé, d'autres ont détourné les yeux. Ma mère a levé son verre. Elle a dit, But tonight is about celebration, so let us not dwell. Ranley, sweetheart, stand up, wave to everyone. Let them see the sister who is just so proud of her big sister tonight. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas bougé. Je me suis contenté de la fixer. Elle a ri, oh, do not be shy. You are just the failure who could not keep a job, dear. No one expects much from you. Just smile and wave. Les 200 personnes présentes ont retenu leur souffle à l'unisson. Marisla s'est avancée, s'est penchée et m'a chuchoté à l'oreille, Madame, la sécurité est prête. Je me suis levé. J'ai lissé la soie émeraude de ma robe. J'ai pris le classeur en cuir des mains de Marisla et je me suis dirigé vers la scène. Le silence s'est fait par vagues dans la salle. D'abord au niveau des tables les plus proches de la mienne, les gens ayant vu que je me levais et compris que la situation prenait un tour inattendu. Puis au milieu de la pièce, où les têtes se sont tournées pour suivre ma progression. Enfin aux tables de devant, où les Alt, les Tillinghast et la chroniqueuse mondaine ont levé les yeux de leur dessert. Au moment où j'ai atteint les marches de la scène, chaque personne présente dans l'immeuble avait les yeux rivés sur moi, et le silence était absolu, à l'exception du claquement feutré de mes talons sur le parquet en chêne recyclé.
Ma mère tenait toujours le micro. Son sourire s'est effrité à mon approche. Elle ne s'attendait pas à ce que je me lève. Elle ne s'attendait pas à ce que je m'avance. Elle s'attendait à ce que je rie jaune, que je fasse un signe rapide à la salle et que je me tasse sur ma chaise. C'était cela, le scénario. Mais je ne suivais pas leur scénario. J'ai gravi les 3 marches de la scène. Je me suis approché d'elle. Je me suis arrêté à un demi-mètre. De près, je voyais le maquillage marquer les ridules au coin de ses yeux. Je voyais les boucles d'oreilles en diamant qu'elle avait héritées de sa propre mère. Je voyais la stupéfaction poindre sous son masque d'hôtesse chevronnée. J'ai dit doucement, puis-je avoir le micro, maman? Elle a scié. Elle a essayé de rire. Elle a dit, rends-les, ce n'est pas le moment. J'ai répété, puis-je avoir le micro? Marisla est apparue au bord de la scène. Phaedra, la coordinatrice, s'est avancée elle aussi. Tout comme Doyle Branken, le chef de la sécurité, posté juste derrière le rideau à droite de la scène. Ma mère les a tous vus. Elle ne comprenait pas qui ils étaient, mais elle sentait le poids de leur attention et, pour la première fois de sa vie peut-être, elle a paru déstabilisée. Elle m'a tendu le micro. Elle l'a sans doute fait parce qu'elle ne voyait pas d'autre moyen d'éviter un esclandre, et qu'elle était terrifiée à l'idée de faire une scène devant les Altes. Je me suis tourné vers l'assistance. J'ai dit, je m'appelle Ranley Castine. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Certains m'ont brièvement croisé lors de fêtes de famille. On a raconté à quelques-uns d'entre vous des choses à mon sujet, que ce soit par mes parents ou par ma sœur, et j'aimerais consacrer les minutes qui suivent à rétablir la vérité. Un murmure a parcouru la salle. Mon père, installé à la table d'honneur près de la scène, a posé son verre. J'ai dit, ma mère vient de me présenter comme la ratée incapable de garder un emploi. Il y a 3 semaines, elle m'a dit d'emprunter une robe pour ce soir parce qu'elle ne voulait pas que je fasse honte à la famille devant Pearson et les Altes. Elle m'a placé à la table 14 tout au fond, avec des parents que je n'ai pas vus depuis près de 10 ans. Elle m'a ordonné de venir seule, de ne pas faire de discours et de partir avant 22 heures pour ne pas gêner l'after. J'ai laissé mes mots résonner. La salle était figée. J'ai ajouté, je vais vous raconter une histoire. Cela prendra environ 10 minutes. Une fois terminée, la fête continuera et vous êtes tous les bienvenus pour rester, manger, boire et célébrer ma sœur et Pearson. Le bar restera ouvert. Les desserts continueront d'être servis. Rien dans votre soirée ne changera, si ce n'est votre regard sur ma famille. Marisla a lancé l'écran de projection. Le grand écran situé derrière la scène, qui diffusait jusque-là un diaporama des photos de fiançailles de Brinley et Pearson, s'est éteint un instant puis s'est rallumé sur la première diapositive. Un titre simple, Castine Holdings, fondé en 2018. J'ai dit, en 2018, alors que j'avais 27 ans, j'ai fondé une société privée d'investissement immobilier et d'hôtellerie. Je l'ai fait avec l'argent que j'avais économisé de mon premier emploi, un argent dont mes parents ignoraient l'existence parce qu'ils avaient cessé de s'intéresser à mes finances dès mes 24 ans. Ils avaient décrété que j'étais une ratée et ne voulaient plus de mes nouvelles. Deuxième diapositive, la photo d'un petit duplex saisi à Durham. J'ai dit, ce fut ma première acquisition. Je l'ai acheté pour 90 000 $ en 2018. Je l'ai retapé le week-end de mes propres mains. J'ai appris à poser du carrelage en regardant des vidéos sur Internet. J'ai appris les bases de l'électricité auprès d'un électricien à la retraite que je payais en café. J'ai loué les 2 appartements en moins de 4 mois et j'ai utilisé les revenus locatifs pour acheter un deuxième bien. Troisième diapositive, un graphique simple montrant la croissance de mon portefeuille, passant d'un seul bien en 2018 à 42 propriétés en 2025. J'ai dit, aujourd'hui, Castine Holdings possède 42 propriétés en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Nous possédons des immeubles d'habitation, des centres commerciaux, 2 hôtels-boutiques, 3 complexes de bureaux et 7 établissements événementiels. L'ensemble du portefeuille est actuellement évalué à un peu plus de 140 millions de $. Le silence dans la salle avait pris une toute autre dimension. C'était le silence de personnes occupées à faire des calculs mentaux. Quatrième diapositive, une photo du loft industriel dans lequel nous nous trouvions. J'ai dit, cet immeuble, celui dans lequel nous sommes ce soir, a été acheté par Castine Holdings en 2022 pour 11 millions de $. Sa rénovation, achevée en 2023, a coûté 4,2 millions de $ supplémentaires. Le bâtiment a été présenté dans 3 magazines d'architecture cette année-là.
C'est le joyau de la division hôtelière de ma société. 5e diapositive, l'acte de propriété de l'immeuble. Ma signature au bas du document, grande et parfaitement reconnaissable. J'ai regardé ma mère. Elle était devenue extrêmement pâle. Elle n'avait plus le micro en main, mais son bras restait à moitié levé, figé dans le geste de quelqu'un qui cherche à interrompre mais s'aperçoit qu'il en est incapable. J'ai dit, maman, tu m'as dit d'emprunter une robe pour ne pas te faire honte. La robe que je porte ce soir a été confectionnée sur mesure pour moi par une styliste avec laquelle je travaille depuis 4 ans. Elle a coûté un peu plus de 8 000 $. Je ne l'ai pas empruntée. Je l'ai achetée. Et j'ai les moyens de m'en offrir beaucoup d'autres. 6e diapositive, une photo de l'immeuble résidentiel de Southend où vivaient actuellement Brinley et Pearson. J'ai dit, Brinley, Pearson et toi avez emménagé dans cet immeuble il y a 8 mois. Vous louez l'appartement 411 pour 3200 $ par mois. L'agence avec laquelle vous avez signé votre contrat de bail est une filiale de Castin Holdings. Je suis, de fait, votre propriétaire. Je perçois vos chèques de loyer depuis le mois d'août. Brinley, qui était assise à la table d'honneur aux côtés de Pearson, a émis un son entre le soupir de stupeur et le rire incrédule. Pearson me fixait, la bouche légèrement entr'ouverte. J'ai poursuivi, je n'ai jamais augmenté votre loyer. You have always returned your security deposit promptly when you have had them. Je vous ai traité en tant que locataire de la même manière que je traite tous mes locataires, avec équité et respect, bien que vous ne m'ayez jamais accordé ni l'un ni l'autre. 7e diapositive, un récapitulatif de mes dons caritatifs au cours des 3 dernières années. Un peu moins de 2 millions de $ versés à diverses causes, y compris une bourse d'études pour les femmes dans le commerce au sein de ma propre université. J'ai dit, pendant que ma famille racontait à tout le monde que j'étais une ratée, je finançais des bourses d'études. Pendant que mon père disait à ses amis golfeurs que je n'avais aucune ambition, je siégeais au conseil d'administration de 2 associations à but non lucratif. Pendant que ma mère racontait à son club de bridge que je galérais, j'étais prise en photo aux côtés du gouverneur lors d'un gala de charité l'automne dernier. Aucun d'entre vous ne m'a jamais interrogé à ce sujet. Aucun ne s'est jamais posé la question. Je me suis tourné et j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Le micro était chaud dans ma main. J'ai dit, maman, tu as passé 34 ans à me répéter que j'étais inférieur à ma sœur. Tu l'as fait à table lors des repas. Tu l'as fait lors des événements scolaires. Tu l'as fait lors des mariages de famille. Tu l'as encore fait ce soir devant 200 personnes, dans une salle qui m'appartient, lors d'une fête que je finance, et sous les yeux de la belle famille de ma sœur. Elle a tenté de parler. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. J'ai dit, je ne vous raconte pas cela ce soir pour vous faire du mal. Je vous le dis parce que pendant 3 décennies, j'ai accepté que tu définisses publiquement qui j'étais pendant que je construisais ma véritable vie en secret. C'en est fini de cet arrangement. Ce soir, l'heure de la mise au point a sonné. Mon père s'est levé de la table d'honneur. Il a dit, Ranley, rassieds-toi. Tu es en train de faire une scène. Je l'ai regardé et j'ai répondu, je ne fais pas de scène. J'y mets fin. La scène a commencé le jour de ma naissance, quand vous avez décrété que vous n'aviez de la place que pour une seule fille. Cela dure depuis 34 ans. Ce soir, je baisse le rideau. Doyle Branken est monté sur scène en sortant de l'arrière du rideau. Il s'est placé à mes côtés, calme et professionnel, et a dit à voix basse dans sa petite oreillette, tout est calme, maintenez vos positions. Je me suis à nouveau tourné vers l'assistance, s'il vous plaît, profitez tous du reste de votre soirée. La fête continue. Brinley et Pearson, félicitations pour vos fiançailles. Je vous souhaite sincèrement tout le bonheur possible. À la famille Alt, je présente mes excuses pour le tour inhabituel qu'a pris cette soirée. J'espère que vous comprendrez que certaines vérités ne peuvent pas attendre. J'ai remis le micro à Phaedra. Je suis descendu de scène. La salle était si silencieuse que j'entendais le bruit de mes propres talons sur le parquet. Et puis, quelque part vers le milieu de la salle, une personne seule a commencé à applaudir. De manière lente, délibérée, régulière. J'ai regardé dans sa direction. C'était Reston, l'ami divorcé de Pearson. Il était debout à la table 14 et m'applaudissait, seul. En 10 secondes, une vingtaine de personnes l'ont rejoint. En 30 secondes, la moitié de la salle était debout. En moins d'1 minute, les applaudissements sont devenus nourris,
tandis que je sortais de la grande salle pour me diriger vers le bureau privé que je conservais au premier étage de mon propre immeuble, avec l'intention de m'asseoir quelques minutes et de respirer, tout simplement. Ma mère n'avait pas bougé de la scène. Mon père s'était rassis. Brinley pleurait, mais je ne saurais dire de quel genre de larmes il s'agissait. Je ne me suis pas retourné. Ce bureau privé au premier étage était un espace tranquille que j'utilisais lorsque je devais régler des affaires sur place sans me retrouver au milieu de l'effervescence du rez-de-chaussée. Il comprenait un canapé en cuir, un petit bureau, un meuble-bar que j'avais approvisionné mais auquel je touchais rarement, et une fenêtre qui donnait sur la rue West Morehead. J'ai refermé la porte derrière moi, j'ai retiré mes talons et je suis resté assise sur le canapé pendant environ 3 minutes. Je n'ai pas bougé. J'ai juste respiré. Marisla a frappé doucement et est entrée. Elle a posé le classeur en cuir sur le bureau. Elle a dit, « Madame », la salle applaudit encore. Les Altes ont demandé à Phaedra de leur apporter une coupe de champagne et ils souhaitent vous parler dès que vous serez disponible. Votre père a quitté le bâtiment. Votre mère est toujours assise à la table d'honneur. Votre sœur est dans la suite nuptiale avec Pearson et Cresa. J'ai dit, mon père est parti. Elle a répondu, oui, il est sorti environ 2 minutes après que vous soyez monté ici. Il n'a rien dit à personne. Il est simplement parti. J'ai hoché la tête. Je m'y attendais. Mon père était un homme incapable de supporter d'être rabaissé en public. Il avait bâti toute son identité sur le fait d'être celui qui menait les débats lors des réunions de famille. Et ce soir, il était resté silencieux sur sa propre scène. Il lui faudrait des jours, peut-être des semaines, pour commencer à assimiler ce qui s'était passé. Il ne m'appellerait pas. Il ne m'enverrait pas de message. Il se contenterait de s'enfermer dans son bureau et de faire comme si de rien n'était jusqu'à ce que quelqu'un l'oblige à y faire face. J'ai demandé, et ma mère est toujours à la table d'honneur? Marisla a dit, oui, elle est assise seule. Plusieurs personnes se sont approchées d'elle et elle leur a fait signe de s'en aller. Elle reste simplement assise là. J'ai dit, d'accord, je vais descendre dans quelques minutes. S'il te plaît, dis aux Altes que je serai honoré de leur parler. Dis à Phaedra de laisser le bar ouvert et de continuer le service des desserts. Je ne veux pas que cela se transforme en veillée funèbre. Les gens doivent continuer à s'amuser. Marisla a acquiescé et est sortie. Je suis resté assise 1 minute de plus. J'ai pensé à ma mère, seule à cette grande table. J'avais imaginé ce moment de nombreuses fois ces 3 dernières semaines, et dans mon esprit, elle réagissait avec colère, avec déni ou avec des larmes. Je ne l'avais pas imaginée simplement assise là, figée au milieu des décombres de sa propre histoire éparpillée autour d'elle. J'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. J'ai éprouvé un léger pincement de douleur, aigu. Pas pour elle à proprement parler. Pour la mère que je n'avais jamais eue. Pour cette version d'elle qui, dans une autre vie, se serait peut-être tenue sur une scène comme celle-ci pour déclarer « Mes 2 filles sont extraordinaires chacune à leur manière, et je suis fier d'elles 2. » Cette version-là n'avait jamais existé. Ma fille de 4 ans, celle qui voulait toujours que sa mère l'aime, pleurait toujours en moi. Je me suis permis de ressentir cette peine pendant environ 90 secondes. Puis j'ai remis mes talons et je suis descendu. Contre toute attente, la fête reprenait vie. Le quatuor à cordes s'était remis à jouer. Les invités retournaient au bar. Quelques couples commençaient même à danser timidement sur la piste centrale. L'assemblée avait absorbé le choc et le digérait de la façon dont les grandes foules le font toujours, par des conversations à voix basse, des regards furtifs et une sorte d'énergie nerveuse qui cherchait à s'extérioriser. Je me suis dirigé vers la table des Altes. Stanford Alt s'est levé en me voyant arriver. C'était un homme grand d'une 60aine d'années, aux cheveux poivre et sel, vêtu d'un smoking si bien ajusté qu'il semblait né avec. Son épouse, Reva, s'est levée avec lui. J'ai réalisé en m'approchant qu'ils souriaient tous les 2. Pas de ces sourires d'hôtesse polie auxquels ma mère m'avait habitué. De vrais sourires. Stanford a dit, « Mademoiselle Castin. » J'ai répondu, « S'il vous plaît, appelez-moi Ranley. » Il a dit, « Ranley, pouvons-nous vous dire un mot ?» J'ai répondu, « Bien sûr. » Reva m'a pris la main, « Ma chère, c'est l'événement le plus extraordinaire auquel j'ai jamais assisté dans une réception mondaine. Je veux que vous sachiez une chose. Stanford et l'autre parent de Pearson faisons des affaires dans les Carolines depuis 30 ans. Nous entendons parler à demi-mot de Castine Holdings depuis 2 ans déjà,
et nous cherchions à savoir qui se cachait derrière. Ce nom revenait lors de chaque signature de contrat, mais personne ne semblait connaître l'identité du propriétaire. Reva a ajouté, nous comprenons parfaitement pourquoi. À présent, ma chère, quand vous serez disponible, Stanford et moi serions ravis de déjeuner avec vous. Nous réfléchissons à certains projets et nous pensons qu'il pourrait y avoir de belles opportunités de collaboration. J'ai répondu, ce serait avec grand plaisir. Stanford a poursuivi, de plus, Ranley, je tiens à vous dire un mot au nom de mon fils. Pearson est un garçon bien, mais il a été élevé dans un monde où l'apparence compte plus que le fond, et je crains qu'il n'ait assimilé cela sans recul. Il a cru ce que votre sœur lui disait de vous. Il n'aurait pas dû. Je vais avoir une discussion avec lui à ce sujet, et je m'attends à ce qu'il vienne vous présenter ses excuses dans les jours à venir. J'ai dit, c'est très gentil de votre part. Reva a ajouté, et pour ce qui est de votre mère et de votre sœur, eh bien, ce sont des affaires de famille et nous ne nous en mêlerons pas. Mais s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà rencontré des femmes comme votre maman. Elles ne changent pas. Je suis désolé que vous ayez eu à subir cela. J'ai senti ma gorge se nouer, mais je n'en ai rien montré. J'ai répondu, merci à tous les deux. Votre bienveillance me touche plus que vous ne le pensez. Nous avons discuté encore 1 minute, le temps d'échanger nos coordonnées par l'intermédiaire de Marisla, puis ils se sont rassis pour finir leur dessert. Je me suis éloigné de leur table pour me diriger vers la table d'honneur où ma mère était toujours assise. Elle a levé les yeux quand je me suis approché. Ses yeux étaient rouges. Elle n'avait pas pleuré ouvertement, mais elle en avait été proche. Son maquillage était légèrement estompé au coin des paupières. Pour la première fois de ma vie, elle me paraissait vieille. Je me suis assise sur la chaise à côté d'elle, celle que mon père occupait avant de partir. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'installer. Au bout d'une 30aine de secondes, elle a demandé, pourquoi avoir fait ça ici? Pourquoi ce soir? J'ai répondu, parce que pendant 34 ans, chaque méchanceté que tu m'as dite l'a été en public. Ce soir n'est pas d'une nature différente. La seule différence, c'est l'identité de la personne qui contrôlait la pièce. Elle a dit, je n'aurais jamais pensé que tu ferais une chose pareille. J'ai répliqué, non, en effet, tu n'as jamais pensé que je ferais quoi que ce soit de ma vie. Elle a baissé les yeux vers la table. Elle a murmuré, les Altes ne nous inviteront plus jamais nulle part. J'ai dit, voilà à quoi tu penses en ce moment même. Pas à ce que tu m'as dit ce soir. Pas à ce que tu me répètes depuis 3 décennies. Tu penses aux Altes, elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Son silence valait toutes les réponses. J'ai poursuivi, maman, je vais te dire une chose, une seule fois, puis je vais m'en aller et je ne me répéterai pas. Est-ce que tu m'écoutes? Elle a hoché la tête. J'ai dit, je t'aime. C'est vrai. J'ai passé ma vie entière à t'aimer, même quand ce n'était pas réciproque. Mais j'en ai fini de jouer le rôle de la ratée pour ton confort personnel. J'en ai fini d'être la fille à laquelle tu peux comparer ton autre fille. J'en ai fini de m'asseoir aux tables du fond lors des fêtes de famille. J'en ai fini d'emprunter des robes. J'en ai fini de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas pour que tu puisses avoir l'impression d'être la meilleure mère de la meilleure fille. Elle s'est mise à pleurer silencieusement. Pas de ces larmes destinées à manipuler, de vraies larmes. J'ai dit, je ne vais pas couper les ponts. Je ne vais pas disparaître de votre vie. Mais la prochaine fois que nous nous parlerons, ce sera selon mes règles. Tu ne me présenteras plus comme la ratée de service. Tu ne m'installeras plus au fond de la salle. Tu ne diras plus aux gens que je galère. Si tu n'en es pas capable, alors nous n'aurons plus de relation, et tu passeras le reste de tes jours avec 2 filles, mais une seule qui franchira le seuil de ta maison. Elle a fait un signe de tête sans lever les yeux. Je me suis levé. J'ai ajouté, profite bien du reste de la soirée, maman. Le bar est ouvert. Le repas est excellent. Les fleurs, au cas où tu te poserais la question, sont des pivoines hollandaises. C'est moi qui les ai choisies. Je me suis éloigné de la table d'honneur. J'ai traversé la piste de danse où 2 couples valsaient désormais au son du quatuor à cordes. Je suis passé devant la table 14 où Reston se tenait debout, seul, à me regarder. Il m'a fait un petit signe de la main. Je lui ai rendu son salut. Ce soir n'était pas le moment d'écrire un nouveau chapitre. Ce soir était destiné à en clore un ancien.
J'ai franchi les portes d'entrée de mon propre immeuble pour me retrouver dans la fraîcheur de cette nuit d'avril, où Edmund m'attendait près de la berline noire. Il m'a ouvert la portière. On rentre, madame? J'ai répondu, oui, Edmund, on rentre. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 7h30, ce qui était tard pour moi. Le soleil entrait déjà à flot par la fenêtre de ma chambre. Mon téléphone, que j'avais mis en mode silencieux en rentrant chez moi, était posé sur la table de chevet, écran vers le bas. Je savais sans même regarder qu'il allait déborder de messages. J'ai commencé par préparer du café. Je me suis installé sur mon balcon, un peignoir sur mon pyjama, et je me suis contenté de savourer l'instant pendant un quart d'heure avant de me décider à prendre mon téléphone. Il y avait 47 appels manqués, 83 SMS et 21 messages vocaux. La plupart provenaient de la famille éloignée, d'amis proches, de contacts professionnels, ainsi que d'une journaliste tenace du Charlotte Observer qui avait réussi à se procurer mon numéro privé pour obtenir une réaction en vue d'un article qu'elle rédigeait sur le marché de l'immobilier commercial local. Il y avait aussi 3 messages de Brinley, un de Pearson, aucun de mon père, aucun de ma mère. J'ai lu d'abord les messages de Brinley. Le premier, envoyé à 23h47 la veille au soir, disait « Ranley, je ne sais même pas quoi te dire en ce moment ». Le deuxième, envoyé à 1h15 du matin, disait « Tu as gâché ma soirée. Tu as gâché la soirée la plus importante de ma vie. Tu aurais pu nous le dire en privé. Tu aurais pu le dire à maman par téléphone. Tu n'avais pas besoin de faire ça devant tout le monde. » Le troisième, envoyé à 3h22 du matin, disait « Les Altes ne rappellent même pas Pearson. Il panique complètement. » Sa mère lui a envoyé un unique message pour lui dire qu'elle l'appellerait plus tard. C'est tout. Est-ce que tu réalises ce que tu m'as fait? J'ai relu ces 3 messages 2 fois. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai lu le message de Pearson. Il disait, Ranley, c'est Pearson. Je te dois de vraies excuses en personne quand tu auras le temps. J'ai cru des choses sur toi que je n'aurais pas dû croire. Je suis désolé. Quoi qu'il advienne avec Brinley, je voulais que tu le saches. À celui-là, je finirai par répondre plus tard. J'ai fait défiler le reste. Il y avait des messages d'anciens camarades d'université dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, plusieurs me disant qu'ils avaient vu la vidéo du discours et qu'ils voulaient me féliciter. Apparemment, quelqu'un avait filmé la scène. Moins de 12 heures après la fin de la fête, des extraits circulaient déjà sur les réseaux sociaux. L'écran montrant ma signature sur l'acte de propriété. Le moment où je prenais le micro, les applaudissements de Reston, la salle entière debout. Dès le lundi, la vidéo ferait le tour d'Internet. Je le savais sans même avoir à consulter les statistiques. J'ai posé le téléphone et j'ai fini mon café. J'avais des décisions à prendre. Aucune n'exigeait d'être réglée dans l'heure. Je me suis accordé le droit de prendre ma matinée, chose que je n'avais pas faite depuis des années. J'ai lu un livre sur le balcon pendant 2 heures. J'ai mangé des œufs et des toasts. J'ai pris une longue douche. Vers midi, j'ai fini par appeler Marisla. Elle a décroché dès la première sonnerie. « Madame, bonjour, comment allez-vous » J'ai répondu, je me sens mieux que je ne l'ai été depuis bien longtemps. « Comment se passent les choses de ton côté » Elle a dit, eh bien, la vidéo compte environ 800 000 vues sur la plateforme principale et continue de grimper. Le Charlotte Observer publie un article demain matin dans la rubrique économie. Ils nous ont contactés pour obtenir une déclaration et, conformément au protocole, j'ai répondu aucun commentaire, sauf avis contraire de votre part. Le secrétariat des Altes a appelé ce matin. Stanford souhaite organiser un déjeuner dès que vous serez disponible. Et madame, j'ai autre chose à vous dire. J'ai demandé, quoi donc? Elle a repris, le fondateur de la chaîne de concession Tillinghast m'a appelé à 10h ce matin. Apparemment, il connaît bien votre père. Il m'a dit, je cite, s'il vous plaît, dites à mademoiselle Castin que je connais Howell depuis 20 ans et que cela a toujours été un imbécile prétentieux. Je suis ravi que quelqu'un l'ait enfin remis à sa place. Il souhaite lui aussi vous rencontrer. Il a une propriété dont il voudrait s'entretenir avec vous. Elle a ajouté, et une dernière chose, madame. Votre sœur m'a appelé à 8h ce matin. J'ai demandé, qu'est-ce qu'elle a dit? Marisla a répondu, elle m'a demandé si je pouvais la mettre en contact avec vous. Elle a mentionné que ses messages restaient sans réponse.
Je lui ai dit que je vous transmettrais sa demande et que vous lui répondriez quand vous seriez prête. Elle était très affectée, madame, mais je dois dire qu'elle ne s'est pas montrée exigeante. Elle semblait sous le choc. J'ai dit, d'accord, merci d'avoir géré cela. Je vais réfléchir à l'opportunité de la rappeler. Puis nous avons raccroché. Je suis resté longtemps assise sur le canapé de mon salon, contemplant la ville à travers les baies vitrées. Mon véritable appartement se situait au 23e étage d'un immeuble que j'avais acheté en 2024. Il comprenait 2 chambres, un bureau, un balcon filant et offrait une vue qui s'étendait par temps clair jusqu'à la frontière de la Caroline du Sud. J'avais raconté à ma famille que je vivais dans un 2 pièces dans un quartier triste. Ils n'avaient jamais demandé à le visiter. Ils n'en avaient jamais demandé l'adresse. Cet après-midi-là, j'ai passé un coup de fil. J'ai appelé mon père. Il a répondu à la 4e sonnerie. Sa voix semblait fatiguée. Il a dit, rends-les. J'ai répondu, papa. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, je ne sais pas quoi te dire. J'ai dit, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin que tu dises quoi que ce soit pour l'instant. Je t'appelle parce que je voulais te donner l'opportunité de renouer le dialogue quand tu te sentiras prêt. Je ne vais pas faire comme si la soirée d'hier n'avait pas eu lieu. Je ne vais pas m'en excuser, mais je ne te coupe pas de ma vie. Je voulais que tu le saches. Il a dit, ta maman est en miettes. J'ai répondu, je m'en doute. Il a ajouté, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. J'ai dit, je m'en doute bien. Il a de nouveau fait silence. Puis il a dit, je n'en savais rien. La société, les immeubles, tout cela. J'ai dit, je sais que tu l'ignorais. J'ai fait en sorte que ce soit le cas. Il a demandé, pourquoi? J'ai répondu, parce que la première fois que j'ai essayé de t'en parler, quand j'avais 27 ans, tu n'as pas levé le nez de ton journal. Et maman était trop occupée par le premier projet de mariage de Brinley. Alors ce soir-là, j'ai décidé que si tu n'avais pas le temps d'entendre parler de ma première transaction commerciale, tu n'avais aucun droit d'entendre parler de toutes les autres. Il a dit, c'était il y a longtemps. J'ai répondu, oui, 7 ans. 7 ans de croissance, papa. 7 ans de construction, 7 ans pendant lesquels maman et toi avez répété à tout le monde que j'étais une ratée. Tu as eu d'innombrables occasions de me demander ce que je faisais réellement de ma vie. Tu ne me l'as jamais demandé. Pas une seule fois. Il n'a rien répondu. J'ai ajouté, papa, je ne te demande pas d'excuses pour l'instant. Je ne sais même pas si j'en souhaite. Je te demande de réfléchir à ces 34 dernières années et de décider quel genre de père tu veux être pour la suite de ma vie. Prends ton temps. Quand tu auras une réponse, appelle-moi. Il a dit, d'accord. J'ai ajouté, une dernière chose, papa. Il a demandé, quoi? J'ai dit, dis à maman que je pensais chaque mot de ce que j'ai dit hier soir. Les règles du jeu ont changé. Si elle s'y plie, nous avons un avenir ensemble. Sinon, nous n'en aurons pas. Il a répondu, je lui dirai. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, je n'ai pas appelé Brinley. Je ne me savais pas prête. Je savais que je finirais par le faire. Mais Brinley avait passé sa vie entière à s'entendre dire qu'elle était la plus belle chose qui soit arrivée à nos parents, et ce genre de conditionnement ne s'efface pas en 48 heures. Il lui faudrait du temps pour prendre conscience de ce qu'elle avait été. C'était à elle de faire la démarche de venir vers moi, et non l'inverse. Je me suis couché tôt. J'ai dormi du sommeil le plus profond que j'ai connu depuis des années. Le lundi matin, je suis entré dans mon bureau à 7h30, comme d'habitude, et j'ai trouvé un petit groupe de mes employés qui m'attendaient dans le hall. Ils ont applaudi lorsque je suis descendu de l'ascenseur. Quelqu'un avait fait livrer un chariot de boissons chaudes. Il y avait des fleurs sur le bureau de Marisla, offertes par toute l'équipe marketing. J'ai prononcé un bref discours pour mon personnel. Je les ai remerciés. Je leur ai dit que notre quotidien professionnel ne changerait pas, mais que j'appréciais plus que de raison la discrétion dont ils avaient fait preuve au fil des ans, et tout particulièrement ce dernier mois. J'ai attribué à chaque employé une prime exceptionnelle cet après-midi-là. L'équivalent de 6 mois de salaire versé avant le vendredi. C'était la moindre des choses. L'article du Charlotte Observé est paru le mardi. Il figurait en première page de la section économie, accompagné d'une photo de moi prise lors d'un événement caritatif l'année précédente, qu'ils avaient tiré de leurs archives.
Le titre proclamait « Un empire discret révélé au grand jour ». L'héritière de Castine Holdings sort de l'ombre. L'article était long, détaillé et respectueux. La journaliste, une femme prénommée Ulisa Bayer, avait fait un sérieux travail de recherche. Elle avait épluché les registres fonciers, interrogé 3 de mes partenaires commerciaux et avait réussi à obtenir une déclaration de Stanford Alt. Ce dernier avait affirmé « Ranley Castine est l'entrepreneuse la plus impressionnante que j'ai rencontrée ces 2 dernières décennies, et nous sommes honorés d'étudier un partenariat avec sa société. » L'article ne mentionnait pas ma famille par son nom. Ulisa avait estimé, dans son jugement professionnel, que le discours lui-même constituait l'actualité, et non la cruauté qu'il avait déclenchée. Je l'ai respectée pour cela. Je retravaillerai volontiers avec elle. Dès le mercredi, mon entreprise avait reçu 43 nouvelles sollicitations, des investisseurs, des partenaires, des propriétaires désireux de nous vendre des biens, ou des acquéreurs intéressés par nos actifs. Un groupe d'hôtels-boutiques de Savannah souhaitait de négocier d'une acquisition. 2 sociétés de capital investissement d'Atlanta demandaient des rendez-vous. Un sénateur à la retraite m'a écrit personnellement pour se présenter. J'ai traité chacune de ces demandes par l'intermédiaire de Marisla, programmant des déjeuners, des dîners et des conférences téléphoniques pour les semaines suivantes. L'entreprise allait se développer beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu, et je devais être stratégique, et non me contenter de réagir au jour le jour. 2 semaines plus tard, j'ai recruté une directrice des opérations, une femme nommée Théora Vance, qui avait dirigé l'exploitation d'une chaîne hôtelière régionale et s'était lassée des grands groupes. Elle a pris ses fonctions début mai. Le jeudi de cette première semaine, j'ai fini par appeler Brinley. Elle a répondu immédiatement. Elle a dit « Ranley ». J'ai dit « Je suis prête à discuter si tu le es ». Elle a supplié « S'il te plaît, est-ce qu'on peut se voir en personne ? Je ne veux pas faire ça par téléphone. » J'ai répondu « D'accord. Il y a un café près de mon bureau sur Tryon Street. Peux-tu y être dans 1 heure ? » Elle a dit « Oui. » Je me suis rendu au café à l'heure convenue. Je portais un tailleur bleu marine, du genre de ceux que je mettais pour mes réunions avec des clients importants, et j'avais attaché mes cheveux. Je voulais que Brinley me voie tel que le reste de mon entourage professionnel me voyait, et non plus comme elle m'avait toujours perçu. Elle était déjà sur place à mon arrivée. Elle était assise à une table près de la fenêtre, vêtue d'un jean et d'un pull, sans maquillage, les cheveux simplement noués en queue de cheval. Elle semblait plus frêle que dans mes souvenirs. Elle avait pleuré récemment, ses yeux ne trompaient pas. Je me suis assise en face d'elle. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai attendu. Elle a dit, « Ranley, je ne sais pas par où commencer. » J'ai répondu, « Commence par où tu veux. » Elle a poursuivi, « J'ai pensé à tout cela pendant 4 jours. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je passe et repasse les événements dans ma tête, les choses que je t'ai dites, celles que j'ai laissé maman et papa te dire, et ce que j'ai raconté sur toi à d'autres personnes, y compris à Pearson. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, c'est honnête de ta part. J'apprécie. Elle a ajouté, quand tu étais sur scène, que l'écran affichait ta signature et que tu as commencé à énumérer les immeubles et la valeur de tes affaires, j'ai réalisé quelque chose. J'ai compris que je n'avais jamais eu de véritable discussion avec toi. Pas une seule. Pas en 36 ans de vie de sœur. Je ne sais pas quel genre de musique tu écoutes. Je ne connais pas ton plat préféré. J'ignore ce que tu fais le samedi matin. Je ne sais pas si tu as déjà été amoureuse. Elle s'est mise à pleurer. Je n'ai pas cherché à lui prendre la main de l'autre côté de la table. Elle a dit, je ne te dis pas tout cela pour que tu me plaignes. Je te le dis parce que je te dois de l'énoncer à haute voix. J'ai été la pire des sœurs possibles, celle qui monopolisait toute l'attention dans la pièce sans jamais s'apercevoir qu'il y avait quelqu'un d'autre à ses côtés. J'ai demandé, Brinley, pourquoi me racontes-tu ça maintenant ? Elle a répondu, parce que la vidéo a tourné partout cette semaine, et dans cette vidéo, je me vois assise à la table d'honneur, en train de rire quand maman t'a traité de raté. J'ai ri, Ranley. J'ai ri de voir ma propre sœur se faire humilier et je n'avais même pas conscience de ce que je faisais. J'ai regardé cet extrait une 30aine de fois. Je ne peux plus m'arrêter de le regarder. Je me fais l'effet d'une étrangère. J'ai demandé, qu'est-ce que tu attends de moi, Brinley ? Elle a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai le droit de demander quoi que ce soit, mais j'aimerais essayer, si tu me le permets. Je veux essayer d'être ta sœur.
Pas la sœur aînée gâtée par la vie, juste une sœur. Je veux apprendre à te connaître. Je suis restée pensive un long moment. J'ai bu une gorgée de café. J'ai repensé aux 36 ans qu'elle décrivait. J'ai pensé au mariage qu'elle s'apprêtait à organiser, à l'union dans laquelle elle allait s'engager, et à la vie qu'elle allait construire avec Pearson, et au fait que tout cela suivrait son cours, que nous parvenions ou non à nous réconcilier. J'ai dit, Brinley, je ne suis pas en mesure de te promettre quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai passé ma vie entière à apprendre à ne rien attendre de cette famille, et cela ne va pas s'effacer d'un coup dans un café. Elle a hoché la tête, je comprends. J'ai ajouté, mais je veux bien essayer. Lentement. Nous pouvons commencer par un appel téléphonique une fois par semaine. Pas chez maman. Pas en présence de maman. Juste toi et moi. Et si cela se passe bien, d'ici quelques mois, nous pourrons peut-être dîner ensemble. Et si cela fonctionne encore, d'ici un an, nous serons peut-être de vraies sœurs. Elle a hoché la tête, pleurant toujours doucement. Elle a murmuré, c'est plus que ce que je ne mérite. J'ai dit, peut-être. L'avenir nous le dira. Elle a dit, je veux te dire une dernière chose et après je te laisserai partir. J'ai fait signe que j'écoutais. Elle a poursuivi, Pearson et moi avons eu une longue discussion dimanche. Il m'a dit que si je ne faisais pas d'efforts pour arranger les choses avec toi, le mariage était annulé. Il refuse d'épouser quelqu'un qui traite sa sœur de la façon dont je t'ai traité. Il a expliqué que ses parents l'avaient élevé dans le respect de la famille, et que ce qu'il a vu le week-end dernier était tout l'inverse. J'ai commenté, c'est intéressant. Elle a dit, je ne te dis pas cela pour que tu te sentes coupable de compromettre mon mariage. Je te le dis parce que je veux que tu saches que ce mariage dépend désormais uniquement de moi. Pas de maman. Pas de papa, pas de la famille de Pearson, mais de moi seul. Je dois devenir une personne digne d'être épousée. Et cela commence par devenir une personne digne d'avoir une sœur. Ce n'est donc pas une tentative de ma part de arranger les choses pour sauver la cérémonie. C'est une démarche sincère parce que j'aurais dû commencer il y a 30 ans, et j'ai honte de ne pas l'avoir fait. Je l'ai contemplé un long moment. Je voyais peut-être pour la toute première fois de notre existence une véritable personne assise en face de moi, et pas seulement la fille préférée de ma mère. J'ai dit, d'accord, Brinley. Nous verrons ce que nous parviendrons à construire. Elle a répondu, merci. Après ce rendez-vous dans le calme du café, la mère de Ranley ne l'a pas recontacté pendant 6 semaines. Pendant ce temps, la société de Ranley a continué de croître pour atteindre un portefeuille d'actifs de 160 millions de dollars, et Ranley a commencé à fréquenter un homme charmant prénommé Reston. La sœur de Ranley, Brinley, ainsi que son fiancé Pearson, ont fait la démarche de s'excuser et de poser les bases d'une relation sincère. Finalement, la mère de Ranley s'est rendue d'elle-même au bureau de Ranley pour lui présenter ses excuses, reconnaissant ses manquements affectifs passés et acceptant de suivre une thérapie. Elles ont alors entamé un processus lent et honnête de reconstruction de leur relation. Lors du mariage de Brinley et Pearson, Ranley a endossé le rôle de demoiselle d'honneur et a prononcé un toast sincère, saluant leur nouvelle transparence mutuelle. En repensant à l'année qui venait de s'écouler, Ranley a pris conscience que si la révélation de sa réussite avait mis un terme au déni de sa famille, la véritable guérison et la restauration de la confiance resteraient un chemin de longue haleine. Si vous lisez ceci et que vous avez une famille qui a décrété qui vous étiez sans jamais prendre la peine de vous le demander, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'accepter leur version de vous-même. Vous n'êtes pas obligé de jouer le rôle qu'ils vous ont attribué lorsque vous étiez trop jeune pour le refuser. Vous avez le droit de construire discrètement la vie qui correspond à ce que vous êtes réellement. Vous n'avez pas besoin de le faire de manière bruyante. Vous n'avez pas besoin de le faire pour le public. Vous devez simplement le faire pour vous-même. Et le jour venu, si ce jour se présente, où la vérité doit éclater devant tout le monde, vous le saurez. Vous le sentirez dans votre poitrine comme une petite flamme tranquille à l'intérieur d'une lanterne de verre. Vous n'aurez pas peur. Vous serez lucide. La lucidité est la plus belle parure qu'une femme puisse arborer. Je m'appelle Ranley Castine. J'ai 34 ans. Je possède 42 immeubles dans 2 États, dont celui où ma mère m'a dit un jour d'emprunter une robe pour ne pas faire honte à la famille. Je fréquente un homme attentionné qui me pose de bonnes questions. J'ai une sœur qui m'appelle tous les mercredis. J'ai une mère qui suit une thérapie et qui fait des efforts. J'ai un père qui apprend lentement à lever les yeux de son journal. J'ai une vie qui m'appartient en propre.
Si cette histoire vous a touché, si vous avez été cet enfant auquel on disait qu'il valait moins que les autres, si vous avez un jour construit quelque chose dans l'ombre pendant que votre entourage vous pensait insignifiant, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour d'autres récits similaires et à partager votre propre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je les lis, j'en tire des enseignements, et quelque part, une personne lira vos mots et se sentira, peut-être pour la première fois, moins seul. Prenez soin de vous. Construisez votre véritable existence. Les bonnes personnes sauront vous trouver lorsque vous serez prêt à être trouvé.